Vous êtes sur France Liberté, je suis Ludovic Malo. Notre objectif est d'aborder des thématiques inspirées du modèle helvétique, comme le fédéralisme, la démocratie directe, mais aussi les principes de liberté et de responsabilité, l'économie, la finance, les fondamentaux de la monnaie et enfin des sujets d'actualité. Mon invité aujourd'hui est Chloé Framery. Chloé, vous êtes enseignante en mathématiques, vous avez fait l'INSA de Lyon en prépa, vous avez fait l'école hôtelière de Lausanne pour un cursus de management hôtelier. Vous avez occupé plusieurs postes de cadre dans l'hôtellerie-restauration. Après cela, vous avez entamé un master de maths, puis le MAS, maîtrise universitaire disciplinaire en enseignement secondaire, pour enseigner finalement à Genève. Par ailleurs, vous êtes allergique à toute forme d'injustice et de mensonge et vous consacrez l'essentiel de votre temps libre à votre activité préférée, défendre les droits humains, la démocratie, la justice et la vertu et pas l'institution, clairement. La vérité, la liberté, la vie. Vous militez activement depuis 8 ans à Genève et à l'international, dans des groupes et aussi de façon individuelle. Vous êtes membre du comité Stop TISA et de la CJP, Citoyens-Citoyennes pour la justice publique. Vous avez été membre de l'association AAA+, Assemblée des actionnaires actifs positifs de la Banque nationale suisse, pour dénoncer les investissements non éthiques et les irrégularités de notre Banque nationale. Vous avez aussi participé au mouvement des Gilets jaunes en France et en Suisse. Vous avez co-organisé la chaîne humaine du 31 août 2019 pour stopper les violences policières en France et défendre le droit de manifester. Vous avez aussi œuvré activement pour faire connaître l'initiative populaire Monnaie pleine en Suisse et au-delà, durant le printemps 2018, en parallèle de la campagne pour l'élection du Grand Conseil genevois, pour laquelle vous avez cofondé la liste citoyenne Égalité et Équité. Enfin, depuis mars 2020, vous êtes impliqué dans les recherches et la diffusion d'informations sur le sujet de la crise médiatico-politico-sanitaire du Covid-19. Vous avez participé aux conférences de presse et participé toujours à la récolte des signatures pour le référendum Stop à l'application de traçage suisse Covid. Vous mettez vos actions au service de la vie au sens large et vous vous évertuez également à faire connaître l'alimentation vivante, une alimentation végétale crue, vantée par de plus en plus de médecins et de personnes soucieuses de leur santé et de leur bien-être. Chloé, bienvenue à France Liberté. Merci Ludovic, merci à vous, merci à toi pour cet accueil. Effectivement, quand je t'entends, je me dis que j'ai fait pas mal de choses et qu'il en reste encore à faire. Mais je suis en fait ici, vous ne le voyez peut-être pas, je vais juste le dire, c'est que je suis chez Irène Grosjean. Parce que ce soir, on est invité chez elle. Et donc, Irène Grosjean, c'est la personne qui m'a initiée à l'alimentation vivante. Et donc, on va se régaler ce soir. Magnifique endroit. Alors avant de poursuivre, avis à tous les auditeurs, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Notre mission, nos valeurs et les thématiques abordées sur France Liberté sont sur franceliberté.tv. Alors Chloé, aujourd'hui, on va aborder 5 thématiques. La crise sanitaire, la réponse du gouvernement suisse, la fondation Bill et Melinda Gates, les médias subventionnés. Alors Chloé, je vous ai invité sur ce podcast parce que j'estime en fait que vous avez fait un travail extraordinaire pendant le confinement. Il y a beaucoup de vos vidéos qui circulaient sur les messageries et vous êtes un petit peu un soleil dans l'obscurité parce que c'est une période qui est difficile et j'ai aussi posté la vidéo que vous avez faite sur le vaccin Covid en Suisse, non merci. Et puis cette vidéo a eu énormément de succès puisque vous avez atteint quasiment 7000 vues sur mon fil d'actualité LinkedIn. J'avais jamais vu ça depuis plus de 15 ans. Waouh! Donc, Merci, je ne savais pas. donc voilà, la thématique ne laisse clairement pas indifférent. Et du coup, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser de près à cette situation sanitaire? Alors, cette situation en particulier m'a interpellée à partir du moment où on a vécu des mesures inédites de privation de liberté, de fermeture de commerce, de distanciation sociale. Ils appellent ça la distanciation sociale. Et en fait, ça porte bien son nom puisqu'on se met à distance les uns des autres. Et toutes ces choses nouvelles m'ont donné envie de creuser le sujet. Moi, je suis donc militante depuis 8 ans pour les sujets que tu as énoncés tout à l'heure.
Je suis absolument allergique à tout ce qui est mensonge et injustice. Et là, en ce moment, on vit des événements, on vit une période historique. Historique dans beaucoup de sens, autant en termes de jamais vu, qu'en termes d'évolution et de changement. Moi, je suis de nature optimiste et je pense que tout ce qu'on vit en ce moment aboutira à quelque chose de beaucoup mieux et mettra à terre les personnes qui nous oppressent ou qui nous dictent notre conduite, qui dictent les lois et qui possèdent le pouvoir et l'argent sur cette planète. Ils se font appeler les chantres du nouvel ordre mondial. Hein. Ce n'est plus un secret actuellement. Et, euh, et comme disons qu'en ce moment, ils montrent beaucoup, ils montrent énormément leurs liens d'intérêt, leurs plans, ils dévoilent de plus en plus de choses, donc c'est de plus en plus facile de les confondre et de les mettre en lumière. Et je pense, tu parlais de lumière tout à l'heure, je pense que les choses qui ne tournent pas rond dans ce monde, à partir du moment où on les expose, où on les met en lumière, on les met à la portée de tout le monde, eh bien ces choses-là ne peuvent pas continuer. Donc c'est ce que je m'évertue à faire et je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc, c'est vrai que jusqu'à présent, ils avaient tendance à œuvrer dans l'obscurité finalement, hein, à travers leurs différentes Mhm. organisations. Et maintenant, on voit qu'ils mettent de plus en plus leurs cartes sur la table. On parlera de Bill C'est Gates ça. tout à l'heure, mais toutes les vidéos qui sont disponibles sur Internet montrent clairement il suffit de faire les connexions entre les différents points pour avoir une meilleure Pour voir compréhension de l'ensemble la du situation. paysage, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, par rapport à la situation du virus en Suisse, est-ce que selon vous, le semi-confinement était justifié? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que cette question est rhétorique puisque depuis un mois, on a 2 morts à Genève, dans le canton de Genève, qui compte 500 000 personnes, que depuis un peu plus d'un mois, on a eu 38 morts. En Suisse, on ne sait même pas s'ils sont morts du Covid, puisque comme vous le savez, plusieurs personnes qui sont décédées dans les hôpitaux sont systématiquement ou presque systématiquement classées dans la case Covid. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est que les morts de la grippe ne sont plus comptabilisés depuis le 17 mars, comme en France d'ailleurs, car les symptômes sont similaires à ceux du coronavirus. Donc, la situation est loin d'être désespérée. Le mot de pandémie déclaré par l'OMS le 11 mars est largement exagéré, puisqu'il me semble que pour qu'il y ait une pandémie, il faut qu'il y ait un nombre inhabituel de morts ou alors que la maladie soit inhabituellement contagieuse, ce qu'elle n'est pas. Encore un petit élément qui permettra de comprendre, au premier semestre 2020 en Suisse, le nombre de décès, toutes causes confondues, est inférieur aux années précédentes. Donc, si effectivement on avait eu affaire à un cas de pandémie ou même d'épidémie, ce nombre aurait été largement supérieur. Donc, pour moi, toutes ces mesures, confinement, distanciation, fermeture des écoles, fermeture des boutiques, sont disproportionnées, sont inutiles et ont pour vocation de faire peur. D'ailleurs, encore un petit détail, peut-être cela ne vous a pas échappé, mais Daniel Corr, le responsable de la task force pour Covid-19 qui a pris sa retraite, eh bien, a déclaré le 29 mai que la fermeture des écoles était inutile au niveau épidémiologique. Il y a tout qui s'envole. Et que par contre, cette fermeture des écoles avait pour objectif de faire comprendre à la population que le cas était grave. Donc, on nous présente on nous impose des mesures qui ne sont pas du tout en rapport avec les événements. Alors, effectivement, on suit un petit peu la situation aux États-Unis. On a vu que les hôpitaux, de manière extravagante, touchaient des primes quand ils étiquetaient les morts comme Covid. Mais Voilà. ça paraît irréel. Qu'est-ce qui se passe là? Alors moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas exactement quels sont les objectifs. Ce que je peux dire, c'est juste ce que je vois. Et ce que je vois, c'est que par exemple, en octobre, le 18 octobre 2019, il y a eu un événement qui s'appelle Event 201, organisé par le Forum économique mondial, par la Fondation Bill et Melinda Gates et par l'Institut Hopkins,
qui mettait en scène une pandémie. Une pandémie avec les mêmes objectifs, disons les mêmes mesures que celles qui ont été prises lors de l'épisode qu'on vit depuis le mois de mars ici. Et étonnamment, durant ces exercices, il y avait une vingtaine de personnes qui étaient invitées, qui faisaient partie des grands groupes industriels. Il y avait Johnson & Johnson, par exemple. Il y avait une personne importante de la Fondation Bill et Melinda Gates qu'on retrouvera dans d'autres épisodes. C'est Chris Elias. Et il y avait en fait les acteurs qu'on retrouve maintenant au sein de cette pandémie, enfin de cet événement. Moi, je l'appelle la crise médiatico-politico-sanitaire. Par exemple, les établissements, la Fondation Bill et Melinda Gates, évidemment, le CEPI, qui est une coalition d'innovation pour la préparation aux épidémies, le Wellcome Trust, toutes ces institutions, Microsoft évidemment. Après, on a les institutions comme Moderna, AstraZeneca et Inovio, qui sont des instituts biotechnologiques pour des vaccins, et tous sont financés d'une façon ou d'une autre par Bill et Melinda Gates. Donc voilà, chacun conclura ce qu'il a envie de conclure. En tout cas, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est dans la course au vaccin. Enfin, disons les personnes que j'ai citées, nous font tout ce qu'elles peuvent pour nous convaincre que l'issue de cette situation, la libération en fait, sera uniquement possible avec un vaccin, alors qu'on sait que d'autres traitements existent. On a vu la campagne de dénigrement, de diffamation de l'hydroxychloroquine, par exemple, avec l'azithromycine de Didier Raoult. On a vu l'étude du Lancet qui était complètement foireuse. On voit ce qui se passe sur les plateaux. Enfin, moi, je ne les vois pas puisque je ne regarde pas la télévision, mais j'ai quelques extraits parfois. Je vois ce qui se passe sur les plateaux de télévision où on donne la parole uniquement aux spécialistes, aux experts qui sont payés par les labos pharmaceutiques et qui prônent la vaccination obligatoire. L'OMS ne fait pas exception. On voit aussi que l'OMS a un énorme rôle dans cette histoire, alors que l'OMS, pour rappel, n'est pas une institution élue, n'est pas gérée par des gouvernements, mais essentiellement par des fondations et des dons privés à 80%. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'une institution privée nous dicte notre conduite, contrairement à ce qui est en train de se passer maintenant. Enfin, c'est mon avis. Concernant Bill Gates, on sait que c'est le troisième contributeur de l'OMC. Je veux dire, cette personne n'est pas médecin. Non. Il prend des décisions qui, je veux dire, Ouais. qui n'ont aucune relation avec son profil. On est quand même, on est en droit de se poser de sérieuses questions sur les motivations de la fondation Bill et Melinda Gates. Elle est censée faire quoi, cette fondation, à la base? Effectivement, d'abord, pardon. Elle est censée faire quoi, cette fondation, à la base? J'ai pas compris le début, pardon. Non, je dis la fondation Bill et Melinda Gates, officiellement, elle est censée faire quoi? Oui, officiellement, elle est censée faire des actes de philanthropie. Donc, par exemple, ce qu'il présente comme des actes de philanthropie, c'est distribuer des vaccins dans tous les pays du tiers-monde, comme en Inde, où le vaccin de la polio de la fondation Bill et Melinda Gates a causé 491 000 paralysies flasques aiguës, par exemple. Et suite à cela, le gouvernement indien a expulsé la fondation. Il y a également beaucoup de dommages qui ont été faits en Afrique. Donc dans ces vaccins, c'est assez documenté. Il y a beaucoup de spécialistes, des médecins qui dénoncent depuis des années qu'il y a des produits tout à fait nocifs, des métaux lourds, du mercure et d'autres produits dans ces vaccins. Comment se fait-il que c'est voilà comment se fait-il que ce qu'on sait aussi, c'est que pour les sociétés pharmaceutiques, c'est beaucoup plus facile de vacciner les gens plutôt que développer des médicaments, puisqu'il n'y a quasiment pas de contrôle sur les vaccins. D'après les informations qu'on a, il n'y a pas de contrôle. Effectivement que sur les vaccins, le champ était libre. Oui. Et non seulement il n'y a pas de contrôle, mais il n'y a pas de poursuite judiciaire pour les fabricants de vaccins. Donc, c'est open bar. C'est vraiment à tous les coups, je gagne, quoi. Les personnes qui se lancent dans les vaccins ne risquent absolument rien. Elles risquent juste de se faire des bénéfices inédits.
Donc, des sommes juste pour, indécentes. Et effectivement, un vaccin rapporte beaucoup plus à l'industrie pharmaceutique que, par exemple, la plante Artemisia annua. On est bien d'accord. donc, juste pour récapituler, les personnes qui voudront se faire vacciner, il faut qu'elles sachent qu'elles n'auront aucune couverture et que les distributeurs de vaccins, ceux qui auront créé ces vaccins, n'auront aucune responsabilité pénale. On est Voilà. d'accord? Alors, pour, pour, euh, pour préciser les choses, effectivement, les fabricants de vaccins n'auront pas de responsabilité pénale. Par contre, les gouvernements, peut-être que oui. Je sais que dans la loi sur les épidémies, il est question, pour la Suisse en tout cas, de dédommagement en cas de dégâts dus au vaccin. Donc déjà, rien que ces articles-là devraient nous faire tilt et devraient nous pousser à nous dire pourquoi font-ils état d'effets délétères avec ces vaccins, s'ils sont si sûrs, si safe que ça. Pourquoi prévoient-ils des indemnisations des personnes qui auraient eu des préjudices à cause des vaccins? Donc, ce qui est quand même extravagant, et on le voit aux États-Unis avec la loi Boyle qui a été votée il y a déjà quelques années, où effectivement, ils peuvent en toute impunité vendre ces vaccins sans avoir de compte à rendre. Et s'il y a des dommages collatéraux, ce sera l'argent des contribuables Voilà. qui payera les dommages. C'est quand même extraordinaire. Comme toujours, les mêmes ou presque les mêmes prennent des risques, soi-disant des risques, et en fait, à la fin, qui paye l'addition? C'est nous. C'était pareil en 2000, c'est bon qu'on a dû sauver, vous vous rappelez? Si on retourne un petit peu sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement sur cette crise du coronavirus, qu'est-ce que vous Oui. pensez des mesures prises par le gouvernement? Bon, on a vu que tout a été fermé, les magasins ont été fermés, il y a l'imposition du masque, il y a cette distanciation Mhm. sociale, cette hystérie Ouais. médiatique. Et on voit que les journaux locaux, enfin la presse locale, les médias de masse habituels ne questionnent absolument Ne pas. questionne rien. C'est la pensée unique. C'est ça qui est assez caractéristique à notre époque. C'est pas seulement pour le sujet des mesures du Covid. Pour de plus en plus de sujets, l'ATS Keystone, qui est notre agence de presse suisse, euh, fait un article et ensuite tous les médias mainstream, tous les médias papier en tout cas, du style le 20 minutes, éventuellement la Tribune de Genève, le 24 heures, enfin bref, recopient le bulletin sans questionner, sans aller vérifier les chiffres, sans interviewer quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord. On a toujours une seule voix unilatérale qui est diffusée dans ces médias et même sur les plateaux de télévision, en tout cas à la RTS, Radio-Télévision Suisse Romande pour ne pas les citer. Je n'ai pas encore vu de débat entre, par exemple, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, et des personnes comme les personnes qui font partie du comité de référendum, dont je fais partie, contre l'application de traçage Suisse Covid, par exemple, ou avec Jean-Dominique Michel, l'anthropologue de la santé, qui a écrit ce très bon livre qui s'appelle Covid, anatomie d'une crise sanitaire. Voilà. Donc c'est étonnant et cela peut nous aider à nous poser des questions que ces personnes-là qui ne vont pas forcément dans le sens de la doctrine des labos ne soient jamais invitées sur les plateaux télé. Donc c'est cette Une petite presse. anecdote que j'ai peut-être juste la rajouter, pardon, Ludovic. Je l'ai diffusée sur mon Twitter il y a quelques jours. J'ai vu une petite vidéo. En fait, c'était un entretien entre le préfet de Haute-Savoie et des personnes responsables à Genève qui expliquait que la fermeture des magasins à Genève et la fermeture des discothèques, pas la fermeture des magasins, pardon, la fermeture des discothèques et les masques dans les magasins depuis donc la fin juillet, était due à une volonté d'harmonisation entre les pratiques françaises, de Haute-Savoie en particulier, et celles de la Suisse voisine, donc de Genève. Donc pas du tout fondée sur les chiffres ou sur la prétendue contagion de l'épidémie. Et d'ailleurs, l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, après avoir fermé les discothèques le 31 juillet, nous annonce le 2 août qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de contamination dans les discothèques, que c'est plutôt dans les familles que ça se passe. Mais pour autant, la mesure n'a pas été rectifiée.
Donc, en fait, le gouvernement a forcé les discothèques à fermer en prétendant qu'il y avait une vingtaine de cas Oui, de contamination. Et en fait, cette information a été publiée dans les journaux locaux. Et en fait, il s'est avéré ouais, que cette information était fausse. c'est ça. Donc il y a des fausses informations qui sont ensuite contredites par l'OFSP qui dit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur, on s'excuse, on est très désolé, mais il n'y a rien qui change. C'est-à-dire que les restrictions, les privations de liberté restent les mêmes et cette mesure, parmi tant d'autres, euh, peut conduire, en tout cas conduit gentiment mais sûrement, doucement mais sûrement, à la faillite ou en tout cas à des graves manques à gagner pour les petites, pour les discothèques, pour les restaurants qui font des animations, pour les bars et toutes ces petites entreprises qui n'ont pas une trésorerie limitée, n'est-ce pas? Tout Donc, à fait. ce serait très dommage qu'elles disparaissent et qu'à la place, on ait des grands groupes, des Uber discothèques, des Uber restaurants ou des Uber laveries automatiques pour remplacer tous nos petits artisans et tous nos petits commerces. Il y a une autre N'est-ce pas? Là, je information. m'adresse aux conseillers fédéraux. Petite annonce. Il y a une autre information fausse qui a été diffusée par les médias, c'est qu'il y a apparemment une fillette de 9 ans qui était décédée. Et en fait, l'information était totalement fausse. Ah C'était une oui, elle personne avait qui 109 avait ans. 109 ans. Voilà, C'est quand même exceptionnel, hein. voilà. Ils ont oublié un 1 et un 0 devant. Ouais, ouais. Mhm. Alors, vous Mais par dites, contre, ils disent que c'est nous qui donnons des fake news. Hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Ils nous traitent de complotistes, de menteurs, alors que tout ce qu'on dit est sourcé. Mais eux, quand ils se trompent, c'est normal. C'est pas grave. C'est vous l'erreur dites, qui est humaine. vous dites que le gouvernement agit de manière illégale en violation de textes et codes en lien avec nos libertés individuelles et notre santé. Mhm. Qu'est-ce qui vous paraît le plus manifeste? Alors, le plus manifeste, je pense, c'est ce à quoi on a accès le plus facilement, c'est la Constitution fédérale. La Constitution fédérale, elle a entre 27 et 28, je crois que c'est 28 articles qui traitent des droits fondamentaux. Donc voilà, les droits fondamentaux, c'est la liberté de mouvement, c'est la liberté économique. J'en ai listé, je ne sais plus où je l'ai mise, mais j'en ai listé, voilà ici, j'en ai listé une douzaine qui ont été violées durant les mesures de notre cher gouvernement. Pardon. Donc pour en citer quelques-uns, il y a le droit à la vie, liberté personnelle, dont l'intégrité physique et la liberté de mouvement, la protection de la sphère privée, la liberté d'information et d'opinion, comme vous le savez sans doute, comme tu le sais sans doute, sur les réseaux sociaux notamment, nos publications sont censurées, sont éliminées pour cause de fake news, alors que tout ce qu'on dit est sourcé. Quand je dis on, c'est les lanceurs d'alerte en général et les personnes qui sont éveillées en particulier. La liberté des médias, censure interdite, donc ça c'est un peu redondant à ce que j'avais dit avant. La liberté de réunion, hein, on n'a plus la liberté de se réunir à des nombres qui nous seraient utiles, pardon. Liberté d'association, liberté d'établissement, donc entrer en Suisse, sortir de Suisse. Pendant 3 mois, on n'a plus pu le faire, n'est-ce pas? En tout cas, sur le papier, hein, parce que juste pour la petite anecdote, moi j'ai réussi à prendre l'avion pour aller à Paris sans aucun problème. Mais la frontière de Genève-Ferney était fermée. Cherchez la logique. Liberté économique pour les personnes qui doivent normalement avoir accès à leur libre exercice d'activité économique. Donc toutes les petites boutiques ont fermé, n'ont pas pu voir ce droit-là respecté. Les garanties pénales de procédure qui disaient que donc les procédures judiciaires devaient suivre leur cours. Or, tout a été gelé pendant 2 ou 3 mois. Pas de privation de liberté. Et les droits politiques. Les droits politiques, c'est ce qui nous permet de récolter des signatures, par exemple, ou de voter des lois. Et donc, pendant les mesures de semi-confinement, tous ces droits-là ont été stoppés. Donc ça, c'est le plus manifeste, à mon avis. Après, il y a d'autres codes, il y a d'autres textes qui sont en passe d'être violés, comme par exemple le code de Nuremberg qui dit que on ne fait pas d'expérience médicale sans le consentement libre et éclairé des patients. Donc tout ce qui est vaccination et même les masques, hein, qui sont une mesure médicale puisqu'ils nous disent que ça nous protège, ne doivent pas être faits sans notre consentement. Or, moi, je n'ai pas consenti à porter un masque quand je vais dans un restaurant ou quand je vais acheter une paire d'écouteurs, comme j'ai été à MediaMarkt il y a 3 jours où je me suis fait littéralement insulter. On m'a prié de sortir du magasin puisque mon masque était sous le menton.
Voilà, donc ça déroge totalement au code de Nuremberg. On a aussi le serment d'Hippocrate, mais là, ça concerne plus les vaccins. Et ça, on y viendra peut-être plus tard dans la conversation, qui dit qu'on ne doit pas donner de poison à quiconque, même s'il est consentant. Donc, on rappellera la composition, en tout cas, certains ingrédients qui se trouvent être dans ce vaccin. Et il y a un troisième texte dont je n'ai plus le souvenir là maintenant, mais qui parlait aussi, oui, je crois que c'est le code de déontologie de la santé, code de déontologie médicale, qui dit aussi que tout acte médical doit être consenti, doit être précédé du consentement libre et éclairé des personnes qui s'y soumettent. Mais ça, c'est une liste non exhaustive. Donc aujourd'hui, effectivement, avant on parlait des morts, maintenant on parle des cas positifs, mais c'est comme si on parlait de cas positifs de la grippe, ça devient absurde. Voilà, c'est absurde. Est-ce que l'année dernière, on a eu un décompte jour après jour des morts de la grippe, des cas de grippe, des cas qui sont en fait des personnes qui sont soupçonnées d'avoir le coronavirus, avec des tests qui sont fiables à 80%, avec des faux positifs, des faux négatifs. Est-ce que l'année dernière, on nous a présenté la grippe comme un événement grave et mortel et dangereux pour le monde? Il ne me semble pas. On a eu l'année 2016-2017, il y a eu une grippe planétaire plus grande que maintenant, disons qui a occasionné un nombre de morts plus grand que celui qu'on a aujourd'hui. Pourtant, pas de confinement, pas de masque, pas de distanciation, pas de fermeture de commerce, pas de fermeture d'école, etc., etc., etc. Il suffit de grossir, de mettre la loupe sur un événement et d'en faire un événement catastrophique pour que tout le monde s'affole. Mais encore une fois, le Covid, c'est même pas 10% des morts, c'est 5% des morts. Il y a le cancer avant ça, les infections respiratoires, la pollution, les accidents de voiture, la faim dans le monde, qui sont bien plus graves et bien plus mortifères que ce prétendu virus. Donc pourquoi le zoom est fait sur un virus, alors que toutes les autres causes de mort sont plus dangereuses, sont plus étendues, sont parfois plus contagieux? Donc voilà, c'est les questions que j'aimerais que les personnes qui nous regardent se posent. Moi, je ne prétends pas donner les réponses, mais je pense que la réflexion scientifique, elle commence avec le questionnement. Pourquoi aujourd'hui, on doit subir ces mesures de rétention, de restriction de liberté, d'assignation à résidence, de vêtements obligatoires? Il n'y a pas si longtemps, on interdisait le foulard pour les musulmanes dans le fonctionnariat, dans la fonction publique. Et aujourd'hui, on nous oblige à mettre le masque. Quelle est la cohérence? On sent se profiler une vaccination obligatoire avec un climat et une ambiance d'angoisse, de peur, avec ces cas positifs qui sont passés en boucle dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de cette vaccination obligatoire? Est-ce qu'il y a une loi qui permettrait au Conseil fédéral de forcer la population à se faire vacciner? Alors malheureusement, oui, et elle est passée inaperçue à l'époque. C'était en 2012 que cette loi a été écrite et votée par nous, inconscients que nous étions, en 2013. Elle a commencé à entrer en vigueur en 2016, le 1er janvier 2016. Il s'agit de la loi sur les épidémies, qui dit en son article 7 qu'en cas de situation extraordinaire, donc c'est la situation qu'on a vécue du 16 mars au 19 juin, là récemment, le Conseil fédéral était seul maître à bord, pouvait prendre toutes les mesures qui lui semblaient utiles pour combattre l'épidémie. Et l'article 6, qui parle cette fois d'une situation particulière, qui est notre situation, disons que c'est la situation telle qu'elle a été décrétée par le Conseil fédéral sur la base de l'OMS, bien sûr, parce que c'est écrit dans l'article 6. Bref, que durant cette situation particulière, le Conseil fédéral, en ayant consulté les cantons, peut imposer la vaccination obligatoire. Donc, c'est déjà possible maintenant. Mais ce qui se passe, c'est que cette loi ne s'applique qu'en cas de situation particulière. Or, si la situation change et devient de nouveau normale,
le Conseil fédéral a besoin d'une loi qui prolonge cette loi, cette loi sur les épidémies. Donc, le Conseil fédéral a établi un projet de loi qu'il a mis en consultation là, au début de l'été, qui a abouti à un message qui a été donné donc, le 12 août, on est quoi le 20, donc c'était il y a une semaine, un message qui a été donné à la population qu'on peut consulter, que je pourrais vous envoyer, qui dit que jusqu'à fin 2021, la loi sur les épidémies est prolongée, les ordonnances sont prolongées pour pouvoir imposer à la population la vaccination obligatoire, même en cas de situation qui n'est pas particulière. Il y a d'autres choses dans ce projet de loi qui sont intéressants, notamment le fait que la Confédération, donc nos impôts, prévoit de financer les abonnements des médias papier qui sont distribués à la population, par exemple. Elle prévoit aussi de pouvoir refermer les boutiques et les établissements médicaux. Donc voilà, ça c'est toutes des petites nuances, des petites subtilités qu'on retrouve dans ce projet de loi. Et ce projet de loi, il doit être voté par l'Assemblée fédérale en septembre. Donc on invite tout le monde à se réveiller, notamment nos conseillers aux États et nos conseillers nationaux, pour qu'ils ne votent pas, ou plutôt qu'ils votent non à ce projet de loi qui nous emmène dans une situation compliquée dans la mesure où cette loi est considérée comme urgente. Et donc, même si on fait un référendum, ce que l'on fera, puisque nous avons déjà lancé le référendum sur l'application SwissCovid, mais nous allons également lancer un référendum contre cette loi Covid-19 qui se prépare, même si le référendum obtient gain de cause, la loi urgente court sur 1 an. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est votée à l'Assemblée fédérale et qu'elle est mise en vigueur, elle est valable pendant 1 an, même si le référendum est gagnant et que la population se prononce contre cette loi. Donc la démocratie suisse, voilà, on arrive à ses limites, gentiment. Est-ce que cette loi viole la Déclaration universelle des droits de l'homme? Alors oui, puisque dans la Déclaration universelle, alors il y a trois étapes, mais je sais que dans la Déclaration universelle, donc c'est la dernière de 1948, il est question de la liberté et la sûreté. Attendez, parce que je ne la connais pas encore tout à fait par cœur, mais j'aimerais vous la lire pour être exact. Donc oui, articles 3, 4 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Voilà. Donc la liberté fait partie des droits de l'homme, notamment dans cette déclaration universelle des droits de l'homme. Et l'esclavage, la servitude, le fait de devoir porter ses masques, sont proscrits par cet article. Mais ça, donc clairement, la clairement, population suisse ou la population des autres pays n'est pas forcément toujours au courant. donc effectivement, il faut que la population sache que en cas de vaccination forcée, ils n'ont aucun, on va dire, ils sont pas obligés de respecter. Il n'y a aucune légitimité. Il y a aucune effectivement. légitimité à ce qu'on nous impose la vaccination forcée. Pour tous les textes que je vous ai cités avant. Quels que soient les arguments, on est d'accord, quel que soit le contexte, quels que soient les événements qui sont mis en place, ils n'ont pas la légitimité pour forcer la population à se faire vacciner. Non. Mais alors, ce qu'ils risquent d'invoquer, c'est le fait que le vaccin soit obligatoire, certes, mais qu'il n'y a pas de mesure de contrainte, c'est-à-dire que la police ne va pas débarquer chez vous et vous injecter la dose. Effectivement, ils ont prévu les mesures de contrainte, ça c'est l'article 32, pour les tests, la surveillance médicale, l'isolement et la quarantaine. Donc ils peuvent nous isoler, nous imposer des quarantaines de force, mais pas la vaccination. Donc ce qu'ils vont faire, ou en tout cas ce qu'ils veulent faire, ne parlons pas au futur, c'est de restreindre l'accès à certaines activités professionnelles, à certains transports, comme l'avion par exemple, aux magasins, aux restaurants, aux bars, aux discothèques éventuellement, à toutes les activités sociales, économiques et culturelles pour les personnes qui n'auraient pas leur vaccin. C'est ce qu'on peut
supposé. Alors, Donc, c'est un petit peu espérons l'effet de que la grenouille. On la met dans une casserole et c'est puis on ça. augmente la température Dans petit une à petit casserole, pour qu'elle voilà, lâche. C'est ça? c'est ça, jusqu'à ce qu'elle soit trop, que l'eau soit trop chaude pour qu'elle puisse s'échapper. Tout en lui disant, c'est normal, on te fait un petit jacuzzi, c'est normal que l'eau soit chaude. C'est pour ton bien, c'est pour ta santé, petite grenouille. Alors, Et ouais, c'est ce qu'ils font Chloé, avec nous. il y a une diabolisation et un discrédit des médias de masse, des traitements alternatifs au Covid-19. Quels Oui. sont-ils et comment Mhm. tu les interprètes? Alors, je les ai subis un petit peu, notamment avec l'article du 9 mai du Temps, qui a cru bon de faire un article sur Emma Cruzy, Tal Chaler et moi, pour dire que ce qu'on disait, c'était… Non, non, pardon, il ne disait même pas qu'on disait qu'on donnait des fausses informations. Il faisait des associations avec les personnes qu'on aurait croisées sur notre route. Par exemple, ils ont essayé de me faire passer pour une antisémite puisque j'ai fait une vidéo avec Dieudonné, pour une intégriste chrétienne alors que je suis athée ou en tout cas agnostique, parce que ma vidéo avait été relayée par un site catholique. Emma Cruzy la font passer pour une terroriste ou pour une dangereuse guerrière, puisqu'elle a un ton un petit peu enflammé, ce qui peut se comprendre. Tal Chaler, ils font croire à la population qu'il a été dans des sectes, alors que pas du tout. Il a juste créé une association, une fondation, je crois même, qui permettait aux gens de se soigner avec des plantes, avec de l'alimentation vivante et avec des exercices pour gérer nos émotions, donc rien à voir avec le sexe bien sûr. Mais quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage, c'est très connu. Et comme ils ont du mal, je pense en tout cas, à discréditer les messages, eh bien, ils discréditent les messagers comme toujours. Malheureusement pour eux, de plus en plus de gens s'en rendent compte. Le Temps a reçu une pluie d'insultes, notamment les deux journalistes enfin, personnes qui ont écrit ces propos diffamatoires. Et je ne sais pas si elles recommenceront l'exercice, mais on se rend compte que la presse n'est plus là pour informer ou pour donner plusieurs visions du même objet, mais pour dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut croire, qui il faut aimer, qui il faut détester, ce qu'il faut acheter, ce qu'il faut rejeter. Et donc, on n'est plus dans de l'information plurielle et diversifiée, on est dans une doctrine, dans une pensée unique, dans laquelle il y aurait la façon de penser juste et la façon de penser complotiste, qui serait évidemment fausse. Donc, nous, on aimerait qu'ils se basent sur des arguments, qu'ils nous contredisent avec des arguments contraires. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Donc, soit ils n'en ont pas, soit ce n'est pas ce qui les intéresse. Est-ce que au Parlement fédéral, il y a des conseillers nationaux ou des conseillers d'État qui ont pris position contre la crise et la gestion de crise du gouvernement? Est-ce qu'il y a des conseillers et des conseillers d'État qui dénoncent cette situation finalement? Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je trouve anormalement frileux nos représentants. Je rappelle que ce sont des personnes qu'on a élues, à la fois les conseillers d'État, les conseillers nationaux, les conseillers aux États et même nos parlementaires cantonaux, donc en conseil pour Genève, ne se positionnent pas du tout en faveur d'un débat, en faveur d'un questionnement, en faveur d'une solution à trouver ensemble ou d'une solution qui serait plus naturelle, moins contraignante, moins liberticide, et qu'ils vont tous ou presque dans le sens de ce qui est dit par l'OMS et de ce qui est dit par la Fondation Bill et Melinda Gates, ce qui est dit par Gavi, l'Alliance vaccinale, et d'autres fondations privées. Mais heureusement, au Conseil national, il y a un Conseil national qui fait partie de l'UDC, mais ça, ce n'est pas notre faute, et en même temps, quel est le rapport, qui nous a rejoint dans le comité d'initiative pour le référendum contre l'application Suisse Covid. Mais malheureusement, les autres responsables politiques ne se prononcent pas, ne viennent même pas nous poser des questions. Et on se demande si ce sont des fils à la patte qui les empêchent de poser des questions ou de nous parler, de nous contacter,
ou alors c'est qu'ils ils sont tous persuadés que le vaccin est l'ultime possibilité de sortir de ce traquenard et que l'hydroxychloroquine, qui pourtant a fait ses preuves depuis au moins 70 ans et qui a fait ses preuves largement dans cette crise du Covid, sont des poisons, comme l'ont dit Madame Buzyn le 13 janvier, disons qu'en la classant substance vénéneuse alors que ça faisait 70 ans qu'elle était délivrée sans ordonnance dans les pharmacies. Ou peut-être pense-t-il que l'Artemisia annua, qui est un traitement aussi utilisé notamment à Madagascar, qui marche très bien, est une plante dangereuse, peut-être une plante carnivore, je ne sais pas. En tout cas, c'est très étonnant et c'est très révélateur peut-être d'un comportement qui pose question, d'avoir tous ces gens qui sont censés nous représenter et qui en fait parlent d'une seule voix comme l'OMS. Et du coup, c'est une sorte un petit peu d'omerta, personne ne sort du bois et personne ne prend position et tout le monde suit le courant sans se poser de questions. C'est un petit peu ça. C'est ça. C'est ça, on dirait qu'ils sont frileux, ils sont peureux. J'ai également oublié de mentionner Isabelle Chevalet, qui est des Verts libéraux, je crois, qui soutient aussi nos démarches. Et il y a également Dick Marty, Pierre Sanchi, qui sont d'anciens conseillers d'État ou nationaux et qui sont dans le questionnement, dans le débat et qui soutiennent également la fin de ces mesures liberticides imposées par nos autorités. Ouais. Il y a un autre point par rapport à ces vaccins. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet et des sources très sérieuses qui indiquent que ces vaccins potentiellement pourraient avoir une signature digitale pour pouvoir tracer les personnes et à tout moment. C'est C'est une ça. Donc on technologie a. qui est disponible depuis déjà longtemps, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si elle est disponible depuis longtemps. En tout cas, ce que je sais, c'est que ID 2020, dont je parlais dans ma vidéo du 13 avril, est financée, bien sûr, par, entre autres, Microsoft. Donc, Microsoft, la fondation, enfin, disons, la société de Bill Gates, par la fondation Rockefeller, par Accenture, par comment ça déjà, Ineo, je crois, qui sont des sociétés de technologie et de chimie. Donc, il y a énormément de technologie qui est prévue là-dedans et que il est question, j'ai aussi vu des articles, et ça j'en avais parlé également dans cette vidéo, d'un tatouage quantique qui permet d'injecter un carnet de vaccination sous la peau des personnes et d'être détecté en fait après avec une application de téléphone. Il y a également le plan sur la vaccination européen que j'ai pas loin, qui parle d'un carnet de vaccination obligatoire pour tous les pays membres de l'Union européenne. Donc, ce plan, il concerne les années 2018 à 2022. Donc, le plan explique, ça je pourrais vous le transmettre aussi, est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Juste là, plan de vaccination d'une européenne. Hop, j'ai mis en jaune un petit peu les choses intéressantes. Qui prévoit donc d'expliquer aux gens qui sont réfractaires au vaccin que c'est important d'avoir des vaccins, que c'est très, très, très utile et que ça nous sauvera de tout. Et que la collaboration se fera de nouveau avec Gavi, avec CEPI, avec d'autres institutions pro-vaccin, évidemment, et technologiques, et qui prévoit également sur les réseaux sociaux de faire attention aux messages qui sont diffusés. Il s'associe aussi à l'OMS, bien sûr, et à l'UNICEF. L'UNICEF, tiens, parlons-en juste le temps d'une petite vignette que j'ai vue tout à l'heure. L'UNICEF a un plan prévu pour la séparation des enfants par rapport aux familles. Vous savez, ce que nous annonçait Mike Ryan de l'OMS le 30 mars et la Reine d'Angleterre le 5 avril, qui disait que les familles allaient être séparées, que les enfants allaient être retirés des familles. Eh bien, l'UNICEF nous explique comment faire en sorte que les enfants soient le moins traumatisés possible suite aux séparations qui seront inévitables avec cette crise du Covid. Donc voilà, les petits carnets de vaccination sous la peau, c'est officiel, en tout cas c'est prévu. Il y a également HappyJect, c'est une société américaine qui a fait la démonstration le patron était tout fier de nous montrer sur une chaîne américaine il y a quelques semaines comment avec une seringue on peut injecter à la fois un vaccin et un carnet de vaccination et une puce. Donc voilà, tout cela nous porte à croire qu'effectivement le vaccin ne sera pas tout seul dans sa seringue. Et il y a encore une dernière chose, un dernier brevet dont j'aimerais parler, c'est le brevet WHO comme World Order 2020
060606 de Microsoft qui prévoit de miner de la crypto-monnaie, donc de faire de la crypto-monnaie avec les mouvements de notre corps. Il est disponible sur Internet, je pourrais également vous le transmettre. Et donc, ici, il s'agit de nanoparticules qui permettraient en fait d'activer cette création de crypto-monnaie avec l'activité de notre corps. Alors, tout ça, c'est inquiétant, c'est orwellien, clairement. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées, entre guillemets, avec la crise du coronavirus. On va dire que c'est le côté positif. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui font les autruches, qui systématiquement traitent les gens de complotistes. Alors, c'est une accusation qui est évidemment un classique. On appelle ça « character assassination » en anglais. Bon, déjà, c'est punissable par le droit pénal, on est d'accord? C'est de la diffamation. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, la diffamation. Moi, j'ai déjà porté plainte plusieurs fois auprès de notre ministère public pour diffamation, calomnie, injure. Mais il faut savoir que ces plaintes n'ont jamais abouti. Chaque fois qu'elles étaient contre soit des journalistes, soit des personnes qui cherchent à nous discréditer, eh bien, d'abord, le principe, c'est que ces plaintes traînent. Je peux commencer à en parler parce que j'en suis à la 4e ou à la 5e et qu'elles suivent toutes le même schéma, c'est-à-dire qu'elles traînent dans les tiroirs, on n'en entend pas parler pendant 2 ans. On relance le ministère public qui ne répond dans un premier temps pas, puis il répond en disant que l'affaire est en cours et finalement on obtient un avis de non-recevoir avec une non-entrée en matière ou un classement sans suite de nos autorités par rapport à ces plaintes qui sont pourtant étayées à la virgule près. Et également, par exemple, pour l'article du Temps, j'ai demandé un droit de réponse au journal qu'il a refusé, alors qu'ils sont normalement obligés de nous donner ce droit de réponse. Et j'ai porté plainte ensuite, j'ai déposé une plainte au conseil de presse suisse qui nous a d'abord dit que la plainte était trop longue, ensuite qu'il fallait encore citer les articles du code de déontologie des journalistes pour chaque phrase qui était problématique. Et ensuite, on m'a encore dit qu'il y avait trop d'articles, que la plainte était encore trop longue. Et donc, comme ça, il gagne du temps jusqu'à ce que l'affaire soit oubliée et jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de réfuter les affirmations diffamatoires qui ont été propagées. Donc, effectivement, si le droit théorique condamne les propos diffamatoires de ces gens qui nous traitent de complotistes, dans les faits, dans la pratique, malheureusement, ce droit n'est pas appliqué en général. Et pour revenir au terme de complotiste, dès que quelqu'un a le malheur de remettre en question une parole officielle, une déclaration sur un média subventionné ou une parole en faveur des lobbies, des lobbies financiers, des lobbies commerciaux, des lobbies pharmacochimiques, eh bien, l'argument massu, c'est de nous traiter de complotistes. Seulement, quand on demande quels sont les arguments qui permettent à la personne de se débarrasser du sujet en assénant ce mot magique, eh bien, en général, la personne me dit, « Ah, je ne veux pas vous parler. Ah, je ne veux pas en parler. Je ne sais pas. » Et en fait, il n'y a pas d'argument. Donc, il se discrédite tout seul avec ce mot valise qui ne veut rien dire. Juste par rapport à Gavi, parce que finalement, on se rend compte que Genève est au cœur de cette crise mondiale. Elle héberge énormément d'organisations internationales. Il y a le World Economic Forum qui travaille en coulisses. C'est quand même extraordinaire parce que ces organismes prétendent améliorer la situation du monde, s'occuper des gens, de la santé des Africains, des jeunes Africains, etc. Et puis on constate qu'ils sont très bien installés à Genève dans des bâtiments qui ressemblent à des bunkers et il y a des caméras partout. Est-ce que c'est ça le philanthropisme? Alors, c'est une question très intéressante. Je renvoie la question aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que la philanthropie, c'est des bunkers avec des caméras, des locaux qui sont impossibles à visiter, des financements d'usines, de sociétés d'armement, de malbouffe comme McDo ou Coca, de pétrole, de lobby du pétrole, de journaux comme Le Monde, enfin, etc. Est-ce que c'est ça la philanthropie? Est-ce que c'est œuvrer avec le Conseil fédéral, puisqu'on n'a pas encore parlé des accords qui sont conclus entre nos autorités et la Fondation Bill et Melinda Gates? Est-ce que c'est préparer des réglementations pour pouvoir apporter des vaccins dans les pays d'Afrique subsaharienne? Est-ce que c'est ça la philanthropie? Est-ce que c'est implanter des OGM en Afrique ou en Asie ou en Inde, par exemple, pour faire manger la population, donc des
des légumes et des fruits qui ont perdu toutes leurs vitamines, toutes leurs vertus nutritives, etc. Est-ce que c'est ça la philanthropie ou est-ce que ce ne serait pas plutôt de faire en sorte qu'il y ait le moins de pollution possible, que l'eau soit potable, que les aliments biologiques soient à la portée de tous, que les différences, les inégalités de richesse soient gommées, que les énergies non fossiles, les énergies renouvelables soient développées. Enfin, la liste est très longue. Est-ce que c'est ça? Voilà. Est-ce que la philanthropie, c'est imposer des remèdes chimiques et polluants plutôt que d'écouter la nature et de se fier à ce qu'elle peut nous offrir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pose la question. Alors, c'est marrant parce il y a un documentaire extrêmement important qui a été diffusé sur Oui. London Real mardi, en avant-première Oui. mondiale, Oui. qui s'appelle Plandémique. Il a été diffusé sur le site protégé de London Real qui s'appelle The Digital Freedom Platform. Donc, j'invite les auditeurs à aller sur cette plateforme, The Digital Freedom Platform, et d'aller regarder ce documentaire Plandémique qui Alors, explique ouais. un petit peu tous les coulisses, les liens entre Bill Gates, qui remonte un petit peu l'historique avec Bill Gates, etc. Et en déconstruisant tous les mythes qu'il y a autour de ce personnage. Bon, on sait qu'il n'est pas médecin, il n'a pas lui-même créé Microsoft dans son garage, contrairement à ce qu'on pouvait le croire. Donc, c'est un c'est un documentaire qui est complètement censuré sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, voilà. J'invite les Attendez, auditeurs. j'ai juste Imani qui est juste à côté de moi qui vient de faire un petit coucou. Donc, il y a mes amis qui sont arrivés. Oui, alors ce documentaire, ce document dont tu parles, c'est un document qui existe déjà depuis quelques mois, qui a déjà été censuré sur d'autres plateformes donc il y a quelques mois, et qui est un témoignage avec Judy Mikovits, qui était médecin et qui a été mise en prison pour des découvertes qu'elle a faites, notamment sur le VIH, sur le sida, sur le traitement du sida, et qui a été menacée d'emprisonnement à nouveau si elle osait parler de ses découvertes et de parler de la censure qu'elle subit pendant plusieurs années. Et donc là, elle ose parler parce qu'elle pense que la situation est grave et que sa vie importe moins que le devenir de l'humanité et la liberté de l'humanité. Donc on la remercie. Et effectivement, ce document dérange puisqu'à chaque fois qu'il est posté sur Internet, il disparaît par la magie de la censure. Chloé, on arrive doucement à la fin de cette interview. On va passer aux actions. Quelles sont les actions que vous mettez en place actuellement? Quel est le programme? Alors, le programme, il y a déjà le référendum contre l'application Suisse Covid, donc Stop Suisse Covid, qui demande 50 000 signatures avant le 8 octobre. On a plusieurs milliers de signatures, mais on n'a pas encore le nombre, bien que plein de personnes en Suisse s'activent pour le faire signer. Donc, vous pouvez le faire signer, un formulaire par commune. Ensuite, si possible, vous faites valider dans votre commune avec les signataires qui doivent être suisses. Deuxième chose, des manifestations. Pardon, tu as une question peut-être? Non, oui, j'allais demander pour les auditeurs qui cherchent à obtenir enfin, Des signer, informations? ils peuvent déjà consulter quel site? Alors, c'est Suisse Covid, attendez, c'est Suisse- non, attendez, stop, stop-swisscovid.net, et il y a aussi le site 1291.one. C'est les deux sites où on peut avoir des informations. Là, je vous préviens juste que j'ai 4% de batterie, donc si ça coupe, Oui, ce d'accord. sera mon ordinateur qui lâche, mais je pense qu'on va y arriver. Oui. La deuxième catégorie d'action qu'on va faire, qu'on va mettre en place, c'est les manifestations. À Zurich, 29 août, le samedi 29 août, est prévue une grande manifestation comme à Berlin. Vous savez, le 1er août, on avait eu cette monstre manifestation avec 1 million de personnes à peu près. Donc, le rendez-vous, c'est 13h sur je ne sais pas le dire, donc je vais pas écorcher le nom, mais c'est un truc comme Sechlautenplatz. La première partie n'est pas déclarée, mais la deuxième partie qui commence à 17h sur Helvetiaplatz, beaucoup plus facile à dire, 17h à 19h sur la Helvetiaplatz à Zurich. On attend un maximum de monde. La deuxième manif qui aura lieu en Suisse, c'est celle de Genève le 12 septembre, en même temps que celle de Paris. Donc, celle de Genève aura lieu à 15h, départ à la place des Nations, donc en face de l'ONU. Voilà, ça, c'est les deux grosses manifs qui se préparent. Il y en aura d'autres à Lausanne, à Fribourg et dans d'autres villes de Suisse. Ça, c'est des actions qu'on peut avoir tous ensemble. Il y a aussi des petits groupes qui se forment pour distribuer des tracts, notamment comme celui-là,
sur les dommages des effets du masque sur le visage toute la journée. On a également le petit, ça j'aime bien, c'est une petite liste de questions à se poser ou à poser aux personnes qui ne s'en posent pas, comme par exemple pourquoi tous les praticiens de médecine parallèle, ostéo-acupuncteurs, naturopathes, ont-ils eu l'obligation de fermer leur cabinet pendant plus de 3 mois lors du confinement? Pourquoi ces praticiens ont-ils été considérés comme inutiles pour le traitement des patients atteints du Covid-19? Ou alors, une que j'aime bien, pourquoi les gouvernements nous ont-ils dit un retour à la normale sera possible uniquement lorsqu'un vaccin pour le Covid-19 sera disponible, alors qu'il n'y a pratiquement plus de cas de Covid-19 sur la planète, etc. etc. Donc ça, on distribue aux gens. Pour résumer, dernière question, parce qu'en plus, vous n'avez plus beaucoup de batterie. 2%. Alors, quel est le message que vous donnez à la population suisse aujourd'hui? Mon message, déjà, c'est de ne plus avoir peur, de ne plus croire les mensonges, parce qu'avec la peur, on développe un système immunitaire en rade. Donc, n'ayez plus peur, faites-vous confiance. On a les solutions à l'intérieur de nous. Commençons à allumer le cerveau, éteindre la télé. C'est 2 actions comme des vases communicants qui vont très bien ensemble. Pour moi, en tout cas, ça marche très, très bien. Ça vous empêche d'angoisser pour rien. Réfléchissez par vous-même, réfléchissons par nous-mêmes. Arrêtons de nous laisser dicter notre pensée et notre réflexion par des autorités qui ont des intérêts financiers et de pouvoir. Faisons des liens, mettons-nous ensemble. Ne croyons pas qu'on est seul parce qu'on est loin de l'être. Osons parler. Pour moi, la clé, elle est dans le courage de dire qui on est, d'être soi-même. Vraiment, c'est comme ça qu'on s'en sortira, à mon avis. C'est comme ça que je le fais. Moi, je risque ma place en ce moment, puisque le DIP m'a infligé un blâme pour mes publications Facebook et pour ma vidéo avec Dieudonné, et m'a écrit que tout nouveau manquement appellerait à la constatation, je le dis de tête, à la constatation d'une insuffisance de prestations pouvant mener à la résiliation des rapports de service. Je risque mon poste, mais pour moi, rien n'est plus important que la liberté. La liberté, la souveraineté individuelle, la liberté de penser, la liberté d'opinion, le libre arbitre, le sens critique, pour moi, sont des valeurs inestimables à ne surtout pas lâcher. On est nombreux, n'ayez pas peur, vraiment. Merci beaucoup, Chloé, pour cette interview en direct de France. Merci à toi, merci à vous. C'était un plaisir de t'avoir en interview et merci beaucoup pour tout ce que tu fais et les efforts que tu déploies pour réveiller les gens à cette situation sanitaire qui… C'est comme de respirer. Pardon de te couper parce que j'ai peur que ça coupe, mais c'est comme de respirer, je ne pourrais pas faire autrement. Rester passif face à cette situation, c'est trop dur pour moi. Je trouve plus facile de dire ce que je pense et de faire mes recherches. Vraiment. Merci beaucoup, Chloé, et Merci, bon courage pour la suite. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.